Pour connaître la température en profondeur et savoir ce qu'on appelle le gradient géothermique, on va se baser sur des mesures, alors des mesures en surface, et puis des connaissances qu'on a des roches en profondeur. Alors les mesures en surface, c'est le flux géothermique, c'est la quantité donc d'énergie thermique dissipée par la Terre. On voit qu'elle est mesurée en milliwatts par mètre carré, donc c'est tout petit, mais qu'elle est très variable selon les zones. Alors on voit les zones en orange, rouge, là, celles qui dégagent le plus de chaleur, ça correspond au dorsal, on reconnaît le schéma des dorsales. La moyenne au niveau de la Terre du flux géothermique est, je crois, autour de 80 milliwatts par mètre carré, ce qui est pas beaucoup quand on compare à une ampoule, par exemple. Donc, les connaissances de ce flux géothermique ont permis d'en déduire le gradient géothermique. Ce gradient géothermique, il s'illustre avec une courbe qu'on appelle le géotherme, courbe représentant donc la variation de température en fonction de la profondeur. Alors, il y a un géotherme continental et un géotherme océanique, enfin voilà, en grosso modo l'allure que ça a, mais plus on s'enfonce et plus la température augmente. Alors au départ, il y a une augmentation rapide et puis après, on verra la valeur gagnée en degrés par kilomètre diminue. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir quelle est la température au niveau de la LVZ. On reprend cette limite autour de 160 km de profondeur. On sait que la LVZ, c'est toute la zone qui est autour de cette profondeur. La température, elle est donc comprise, enfin, elle est autour de 1400 degrés Celsius. Comment est la péridotite à cette température? Donc, on a mis sur ce graphique le solidus qu'on a vu tout à l'heure, le liquidus, là c'est ce qui sépare le milieu liquide solide du liquide. En fait, lui, on s'en fiche un peu. Ce qui va nous intéresser, ça va être autour du solidus. Parce que, en fait, on voit que les géothermes sont dans cette zone-là. Là, j'ai tracé donc les limites de la LVZ. La LVZ est entre, voilà, c'est 100 km, c'est 100 et 200 km, ici. On s'aperçoit en fait que la LVZ, enfin la température de la péridotite dans la LVZ, elle est située donc ici autour de un peu plus de 1200 degrés et un peu plus de 1600 degrés. Mais on s'aperçoit que elle ne suffit jamais à faire fondre la péridotite. Même au niveau des océans où le géotherme serait plus favorable, il fait plus chaud, le géotherme longe le solidus mais ne le franchit jamais. Donc ça veut dire que la péridotite ne fond pas, n'est pas fondue du tout sous la LVZ. Donc on le voit ici, c'est une autre représentation, on en reparlera. Mais ceci dit, le géotherme est très proche. Le géotherme est en bleu ici, le géotherme donc, qui nous donne la température de la péridotite en profondeur, température des roches en profondeur, et le solidus de la péridotite sont proches, ce qui veut dire que la péridotite n'est pas loin de son point de fusion. Elle ne fond pas, mais elle n'est pas loin de son point de fusion. Ce qui suffit à expliquer une baisse de densité. Elle va passer donc à 3,25 au lieu des 3,3 au-dessus. Ce qui va ralentir donc les ondes sismiques. Ça suffit à expliquer, enfin ça permet d'expliquer le ralentissement des ondes sismiques à ce niveau-là. On a donc découvert une zone au niveau de laquelle les ondes sont ralenties. Cette zone, on l'a appelée la sténosphère. Cette zone contient un milieu qui est déformable, c'est pour ça qu'on l'a appelé la sténosphère, un milieu déformable qui résiste moins bien à la contrainte, en tout cas qui ne va pas casser suite à une contrainte. Par opposition à la lithosphère qui est au-dessus, alors quand on est dans le manteau, on appelle ça le manteau lithosphérique, qui elle est rigide. Donc c'est une partie qui va réagir en cassant lorsque il y aura une contrainte.
Voilà le bilan ici, donc bilan à savoir refaire. En rouge, la croûte océanique, en rouge, la croûte continentale, en bleu, la croûte océanique. On reprend les épaisseurs et les densités, les compositions, les roches qui les composent. Quand on y rajoute la partie du manteau rigide, la partie rigide du manteau, qui a une densité de 3,3, partie dans laquelle les ondes vont assez vite, eh bien ça forme la lithosphère. Lithosphère continentale, 150 km d'épaisseur, lithosphère océanique, un peu moins épaisse puisque la croûte elle-même est moins épaisse. En dessous, on a le manteau asténosphérique, 3,25 de densité, avec de la péridotite ductile. On est au niveau de la LVZ. Ensuite, la densité va réaugmenter, mais il fera tellement chaud que ça permet quand même une certaine déformation de la péridotite. On est donc dans la sténosphère. En découvrant cette LVZ, et donc qu'une structure rigide cassante, c'est-à-dire la lithosphère, surmonte un milieu ductile déformable qui ne casse pas la sténosphère, on a compris, donc on a pu élaborer, enfin cette découverte a été à la base d'un modèle qui a permis d'expliquer tous les phénomènes géologiques observables en surface. Cette théorie, c'est la théorie de la tectonique des plaques. Donc les plaques, ça fait référence à des plaques de lithosphère, quelque chose de rigide, de fin et rigide, qui recouvre le globe. Alors, sinon, quelques précisions qui vous sont demandées, des précisions au niveau du gradient géothermique. Alors on voit que le gradient géothermique que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, il n'est pas le même partout. Alors au niveau de la lithosphère solide, c'est-à-dire au niveau de la plaque, des 150 petits kilomètres ici, le gradient est de 10 à 30 degrés par kilomètre, c'est-à-dire quand on s'enfonce d'un kilomètre, la température augmente de 30 degrés au maxi, enfin en moyenne on va dire. Et puis par contre lorsqu'on est dans la sténosphère, on voit que le gradient n'est plus le même, la température augmente moins vite par kilomètre. Dans le noyau externe également, là il y a à nouveau une zone à la limite où il y a une augmentation rapide, et puis ici à nouveau une augmentation plus lente. Alors l'enseignement de ces gradients, en fait, ce qu'on peut en tirer comme information, c'est que la Terre perd de la chaleur par sa surface, mais que cette perte de chaleur n'est pas homogène en fonction des milieux. Il y a des endroits où la chaleur va être très bien conduite vers la surface et d'autres où elle va être moins bien conduite. La chaleur se déplace de deux façons, donc par conduction, sans déplacement de matière, mais du coup c'est un mode de transport qui est moins efficace que la convection où il y a déplacement de matière. Alors quand on regarde ici, on voit que dans la sténosphère, il y a peu de différence entre la zone la plus chaude et la zone la plus froide, ce qui indique un bon déplacement de chaleur. La chaleur qui est donc produite par la base, remonte assez rapidement vers la surface, ce qui fait qu'il y a une faible différence. Inversement, au niveau de la lithosphère, il y a une grosse différence de température entre la base de la lithosphère et la surface de la lithosphère, ce qui veut dire que la chaleur est moins bien conduite vers la surface. Ici, dans la lithosphère, il n'y aura que de la conduction. C'est illustré sur ce schéma qui est dans votre livre. Dans les parties où on voit un bon transfert, donc il y a ici dans le noyau liquide, il y a des mouvements de convection, des mouvements de matière qui permettent de ramener la chaleur assez facilement vers la surface du noyau. Ici, il y a un petit endroit à la limite où il n'y a que de la conduction, mais dans le manteau, on retrouve à nouveau de la convection, donc des mouvements de matière. Donc dans le noyau était liquide, on voit pourquoi ces mouvements sont possibles. Ici dans le manteau est ductile, déformable, donc on comprend également comment de la matière solide peut se déplacer.
avec de la matière plus froide qui va redescendre et de la matière plus chaude qui va remonter, ce qui permettra une meilleure homogénéisation de la température. Au niveau de la lithosphère, uniquement de la conduction. Ceci a été confirmé par la tomographie sismique, donc, qui est basée sur la vitesse des ondes, encore une fois, mais qui permet de visualiser des variations de température, des anomalies de température au sein du globe. Ici, on a une zone anormale qui est détectée grâce à des anomalies de la vitesse. Ici, les ondes sont arrivées anormalement vite. Elles ont été accélérées par un milieu qu'elles ont traversé. Donc un milieu qui accélère les ondes, un milieu, quand le milieu est homogène, on sait que c'est la même roche, par exemple donc le manteau. Une zone du manteau qui accélère les ondes, c'est forcément une zone qui est plus froide. Inversement, si les ondes prennent du retard par rapport à ce qu'elles auraient dû avoir, eh bien, ça veut dire qu'elles ont traversé une zone chaude. Donc c'est comme ça qu'on arrive à montrer qu'il y a de la matière froide par endroit qui descend et par endroit on a de la matière chaude qui remonte. On reviendra là-dessus certainement plus tard. Voilà des documents que vous avez dans votre livre, donc je vous conseille de consulter à tête reposée.